On sent vraiment que tu aimes partager ton énergie et ta vision. Première question, comment elle t'est venue l'idée de transformer cette passion en véritable activité entrepreneuriale? En fait, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. En conférence, je dis souvent, je donne plutôt une date où tout s'est transformé pour moi, c'est le 28 juin 2018. C'est une date très spécifique pour moi parce que c'est un moment où je traverse une période émotionnelle, une tempête émotionnelle. Je viens de me séparer de quelqu'un à qui je tenais beaucoup. À côté de ça, je suis cloué au lit parce que je viens de me faire opérer de l'épaule. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans cette période, je vais comprendre que quand un hyperactif du mouvement, on le cloisonne au lit, et on l'empêche de bouger, l'hyperactivité de mouvement se transforme en hyperactivité cérébrale. Et en fait, à ce moment-là, je vais me poser plein de questions, dont une que je vais poser à mon moteur de recherche Google, parce qu'avant ChatGPT n'existait pas. Je vais demander à Google comment on fait pour être heureux. Et tu vois, ce jour-là, il va m'envoyer sur une interview d'un mec qui fait le tour du monde en posant cette question aux gens. Et l'interview sur laquelle je tombe, la personne en question, elle met 1h30 à répondre à cette question. Moi, je vais mettre 3h30 à regarder l'interview. Parce qu'en fait, ça va mettre des mots sur 20 ans de ma vie. Et en fait, je vais en ressortir avec une idée, c'est que dès lors que je rends les autres responsables de mon malheur, je ne suis plus maître de mon bonheur. Et en fait, dès que cette phrase a pris possession de moi, ce mindset, cet état d'esprit a pris possession de moi, je me suis mis à entreprendre plein de choses. Je me suis formé à ce qui me passionnait, la psychologie, l'accompagnement. Je suis allé interviewer des gens. Tu avais quel âge quand c'était 2018, donc tu prends 7 ans de moins, donc j'avais 25 ans. Ouais. Et en fait, c'est la plus grosse prise de conscience de toute ma vie. Et à ce moment-là, je me mets à entreprendre plein de choses. Et c'est pile à ce moment-là que naît l'idée que mon histoire, aussi dure soit-elle, je ne vais plus en faire une cause de mon malheur, mais je vais en faire une cause de ma réussite et même de mon bonheur. Et donc c'est à partir de là que je décide de transformer tout ça, de mon histoire, et d'en faire un message qui naîtra plus tard, qui est Osons les difficultés, et qui aujourd'hui a pris la forme d'un livre, a pris la forme d'un podcast, de conférences, émissions de radio, et qui là est en train de se transformer sur un projet encore plus gros. Plus ambitieux. Donc comme tu l'as dit, tu oses les difficultés. D'ailleurs sur ton profil LinkedIn, c'est le mec qui ose les difficultés. Comment peut-on oser les difficultés? N'est-ce pas naturel de vouloir tout simplement les éviter? Oui, en fait je pense en tout cas dans la culture française. Tu vois, je suis en train de lire un livre en ce moment de Charles Pépin qui est sur l'échec. Et il y a un de ces chapitres où il dit « Oser, c'est oser l'échec ». Et c'est pour ça que je dis toujours que là, moi, c'est osons les difficultés, mais c'est de dire que finalement, quand on pose la question à quelqu'un, et là, si je vous la pose à toutes les deux, c'est la même chose, je suis sûr, que si je vous demande quelle est la chose dont vous êtes le plus fier dans votre vie, je suis persuadé que vous allez me répondre quelque chose qui vous a demandé à un moment donné de l'adversité, de la difficulté, et que c'est pour ça qu'on en est fier. Et c'est pour ça que je dis toujours osons les difficultés, c'est parce que je crois que à travers l'adversité, à travers la sortie de la zone de confort, à travers l'inconfort, on peut se construire une vie épanouie et surtout une vie qui nous inspire. Les anglo-saxons, excuse-moi, je sais que tu as une autre question Bien après, sûr. Lou, mais les anglo-saxons sont beaucoup plus tolérants face à l'échec. Il y a aussi en France une espèce de culture que si l'échec, tu es mort après. Alors qu'en définitive, souvent, même les Américains ressortent presque grandis de l'échec. Tu sais, c'est le fameux truc tomber 7 fois, relever 8, quoi. Je veux dire, c'est... Mais tu vois, ça va même plus loin que ça. C'est de se dire que, en fait, quand tu regardes les plus grosses réussites de ce monde, c'est des gens qui, avant de réussir, ont échoué. Tu prends Michael Jordan, qui est aujourd'hui considéré comme le plus grand basketteur de tous les temps. Il a raté plus de 9000 tirs en carrière, dont 26 qui étaient censés être décisifs pour le gain d'un match ou non. Elvis Presley, à qui on a dit après son premier concert qu'il ferait mieux d'aller conduire des camions. J.K. Rowling, qui est aujourd'hui peut-être la plus grosse réussite avec Harry Potter, elle a été refusée de 10 maisons d'édition. Walt Disney, à qui on a dit qu'il manquait d'imagination. Enfin, tu vois, donc il y a plein d'exemples dans le monde qui montrent que l'échec, les difficultés, quand on arrive à passer outre, quand on arrive à en faire quelque chose, on peut se construire des réussites à la hauteur des difficultés qu'on a vécues. C'est vrai qu'on voulait te demander si c'était depuis l'enfance, mais il vient de nous répondre que ça avait été à 25 ans. Donc effectivement, voilà. bien sûr. Et ça t'a allégé? T'as eu l'impression vraiment d'avoir ouvert une porte qui te bloquait quelque part depuis justement l'enfance? Oui, parce que j'ai eu une enfance difficile. J'ai grandi avec un parent dysfonctionnel, avec une maman dysfonctionnelle, qui parfois me disait dans ces grands moments, comme j'en souris aujourd'hui, que si elle avait le choix, elle m'échangerait contre l'enfant qu'elle a perdu. Et donc ça a réveillé en moi
une envie insatiable de comprendre l'être humain, très jeune pour le coup, dès l'enfance. Mais j'en avais pas fait quelque chose et je l'avais pas mis au service d'une cause qui était plus grande que juste ma propre personne. Et donc l'idée un moment de pouvoir le transformer en entreprise, de pouvoir le transformer en émission de radio, enfin toutes les formes que c'est en train de prendre, c'est ça qui à un moment donné m'a ouvert la porte. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, où je me suis dit c'est plus à cause de ça, à cause des événements que j'ai vécus, que je suis malheureux, mais c'est grâce à ça que je vais construire mon bonheur. On s'est rencontrés dans le cadre de l'entrepreneuriat, je crois, avec Florian, je crois, c'était autour de Florian. Et pour mon livre aussi, pour la sortie de mon livre. Oui, mais la première personne qui m'a parlé de proche de toi, je crois que c'était Florian mentionne. Il y a un public quand même que tu cherches à toucher en premier? Moi, je suis forcément touché par l'entrepreneuriat. Après, ce que j'aime bien dire, c'est que l'entrepreneuriat, je pense que c'est beaucoup plus général que juste créer un business, une entreprise. En fait, je pense qu'on est tous des entrepreneurs et la notion d'entreprendre, c'est la notion d'oser faire des choses, c'est la notion de relever les projets qui nous inspirent. Ça peut être devenir parent, ça peut être faire un tour du monde, ça peut être plein de choses. Mais par contre, oui, moi, professionnellement, les gens aujourd'hui que j'aime accompagner, c'est les entrepreneurs, c'est les dirigeants d'entreprise et parfois même les entreprises dans leur structure même organisationnelle que j'aime accompagner parce que ce qui me passionne, c'est non seulement le développement humain, mais c'est le développement au sens large et parfois organisationnel. Et donc, beaucoup de personnes ont des projets, mais ne savent pas par où commencer. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour structurer un projet et trouver la stratégie d'action adaptée ? C'est intéressant cette question parce que, tu vois, c'est pareil, en conférence, je dis souvent que entreprendre, oser, c'est un peu comme faire un bon gâteau. Tu vois, quand tu fais un bon gâteau, quand tu prends une recette, il y a des fondamentaux à respecter. Par exemple, si tu mets les œufs après la cuisson, bah, ton gâteau, il est ni bon ni beau. Maintenant, je trouve que la façon dont on va se construire sa recette, elle nous appartient à tous en fonction de nos histoires, en fonction de nos croyances et en fonction de la vie que nous avons eue. Maintenant, je dis toujours que pour oser, pour faire preuve d'audace, moi, il y a 4 piliers que je trouve fondamentaux. C'est 1, avoir une vision, c'est-à-dire là où je veux aller, et pas à court terme, mais à 5-10 ans, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, c'est où je veux aller. Deuxièmement, c'est de construire, de transposer cette vision en des objectifs actionnables, on va dire à plus ou moins long terme. Une fois que tu as ces objectifs, tu crées de l'action. Et donc les actions, c'est quelles sont les routines que je vais mettre au quotidien pour me permettre d'atteindre les objectifs et à plus long terme ma vision. Et puis, il y a un autre sujet qui est peut-être moins pragmatique dans la tête des gens, mais c'est l'énergie que je vais mettre au quotidien. Parce qu'en fait, la façon dont je vais parler aux gens, la façon dont je vais interagir avec mon environnement définit la réussite de mes projets. Et donc, c'est intéressant d'avoir ces 4 piliers-là pour pouvoir avancer et donc du coup répondre au comment oser, comment passer à l'action. C'est vrai que c'est fort ce que tu dis, ne serait-ce que d'avoir une vision. Enfin, nous, on le voit à la radio, par exemple, où il y a eu pas mal de bouleversements de direction depuis 5-6 ans. Et c'est vrai que ce qui nous manquait, c'était d'avoir une vision. C'est-à-dire, ne serait-ce que qu'est-ce qu'on voulait en faire, cette radio ? Une radio culturelle, une radio de l'économie solidaire et sociale. Il faut avoir une voix. Et c'est déjà avoir une... Voilà, savoir où je veux aller, il y a déjà la moitié du chemin qui est fait, j'ai l'impression. En fait, c'est les gens, s'ils savaient à quel point c'est puissant, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu as une vision qui est forte, je vais un peu introduire le sujet d'après, mais par exemple, moi, je fais du sport et je fais du trail et il y a une vision, c'est que je voulais un jour courir plus de 100 km. Et en fait, quand la vision, elle est bien claire, ça t'emmène à accomplir des choses à court terme qui ne sont pas juste pour nourrir ton ego. Je m'explique, par exemple, quand tu fais de la compétition, je pourrais aller sur des courses plus courtes où je sais que mon classement va être bon. Et ça, c'est duplicable à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire je vais réaliser des actions où les gens me voient bon, performant. Sauf qu'en fait, ma vision, elle est bien plus grande que ça. Et donc, pour nourrir cette vision, pour savoir où je veux être dans 4-5 ans, ça va me demander d'accomplir des choses qui, sur le moment, sont inconfortables, mais plus que ça, vont remettre en question mon niveau de performance. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je m'inscris à des courses super longues que j'ai pas l'habitude de maîtriser. Et donc, mon classement, il est moins bon. Mon ego, il en prend un peu un coup parfois. Et puis, le regard des autres, c'est pas le même que quand je finis 3e, 4e ou 5e. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu as cette vision, du coup, t'es pas dans la gratification immédiate, c'est-à-dire dans le shoot de dopamine à court terme, genre « Ah, trop bien, les autres, ils me voient beau, ils me voient bon », mais plutôt dans « Je veux aller là ».
Et aller là, ça me demande de prendre des risques, d'oser l'échec et de me remettre en question et de pas être à court terme ultra performant. Mais je vais nourrir ma vision. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu Corinne Blanc-Faugère. Je crois que tu la connais un peu, Corinne. Vous avez été au Salon du Livre ensemble. Elle vient de sortir un livre sur, pareil, sur le management, mais c'est pas du management, c'est justement en mettant en avant la notion de bienveillance. Est-ce que pour toi, justement, aussi, une des premières qualités, c'est la bienveillance, et est-ce que dans le monde dur économique qu'on vit en ce moment, quand même, c'est quelque chose que les managers aussi qui te font venir dans leur entreprise peuvent encore entendre, où il y a un besoin de performance maximum? Comment tu sens en ce moment justement le monde de l'entreprise, et comment toi, avec ce regard bienveillant que tu portes vers les autres, tu arrives à faire ta place? Déjà, je pense que moi, je vais donner ma définition de la bienveillance. C'est que la bienveillance, c'est pas tout beau, tout rose. C'est pas je suis gentil avec les autres, je leur évite l'inconfort. Et moi, c'est un peu un truc... Aujourd'hui, quand j'accompagne les entreprises, j'essaye de mettre en œuvre, c'est de leur dire, en fait, la bienveillance, ça demande parfois de passer par des moments douloureux. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu manages une équipe, tu peux avoir toute la bienveillance du monde, c'est-à-dire avoir l'envie de faire évoluer quelqu'un, le faire grandir, mais pour le faire grandir, des fois, tu vas lui demander de faire des choses qui lui sont complètement inconfortables, ou de le recadrer d'une façon qui est pas confortable. Oui, il y a une phrase toute bête, c'est on ne souffre jamais d'assez d'exigence, mais d'un manque de reconnaissance. Moi, elle m'a aidé quand même dans la vie. Elle peut avoir l'air toute faite, mais elle me fait réfléchir. En tout cas, il faut trouver le croisement entre la reconnaissance que je veux amener et surtout la bienveillance et l'intention. C'est-à-dire, est-ce que mon intention, c'est de faire grandir l'autre, ou c'est de peut-être de le dévaloriser? Non, si mon intention c'est de le faire grandir, eh bien la bienveillance, c'est que parfois je vais devoir lui faire des choses inconfortables. Parfois, je vais devoir le recadrer d'une façon qui va pas lui plaire. Mais parce que mon intention, elle est bonne. Mon intention, elle est de le faire grandir. Et à partir du moment où je suis là-dedans, moi je considère que c'est la bienveillance. Au-delà des 3000, il y a déjà un très beau dossier de presse que tu as fait, Dorian. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que en 2 mots, si je parle du défi, c'est gravir 14 sommets de plus de 3000 mètres en moins de 100 heures. Qu'est-ce qui t'est passé dans la tête? En fait, j'avais envie de croiser deux choses qui me tiennent profondément à cœur, qui est le message que je porte, Osons les difficultés pour une vie sans regret, avec ma passion pour le trail, mais de façon plus générale pour la nature et la résilience. Donc en fait, c'est un croisement d'un peu toutes les parties de moi. Et donc ce projet, oui, c'est gravir 14 sommets de plus de 3000 mètres en moins de 100 heures, et surtout il y a un défi dans le défi, et c'est ça qui donne toute la magie à ce projet. C'est que en fait, sur la dernière ascension qui se déroulera normalement aux Deux Alpes, on a pour projet d'emmener avec nous sur l'ascension finale des personnes qui sont engagées dans un processus de résilience. Ça va être une personne en situation de handicap, une personne qui vit par exemple des difficultés professionnelles, un jeune en difficulté scolaire, une personne âgée, avec cette idée de promouvoir l'inclusion sociale au sens large. Donc il y a une deadline, on y reviendra, mais peut-être encore rappeler les valeurs qui portent tout ça. Donc tu affirmes souvent que n'importe quelle personne ordinaire peut accomplir des choses extraordinaires. Est-ce que tu peux nous expliquer les 3 éléments clés de ce dépassement de soi? Un pourquoi qui a du sens, une équipe exceptionnelle et un entraînement sur mesure. Le pourquoi qui a du sens, je pense qu'on l'a abordé déjà dans la première partie de l'émission à travers la vision. Mais c'est cette idée d'avoir quelque chose, un sens fondamental à un projet. D'ailleurs, en préparation mentale, aujourd'hui, on parle souvent de motivation. Ça anime les réseaux, les vidéos, la motivation, qu'est-ce que c'est? Et aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on sait ce qu'est la motivation. Il y a ce qu'on appelle d'un côté la motivation inconditionnelle. Et là, comme son nom l'indique, la motivation inconditionnelle, elle est portée par le sens que l'on va donner à nos projets, à nos actions et à nos objectifs. Et donc c'est là que je mettrai le why, c'est en gros pourquoi je me bats. Deuxième chose, l'équipe. Aujourd'hui, moi je suis quelqu'un de plutôt solitaire, j'aime avancer vite et donc j'aime avancer seul parfois. Mais je me rends compte aujourd'hui à travers un projet comme ça que c'est plus possible d'avancer seul, parce que aujourd'hui j'ai quelqu'un qui va gérer la production du film, donc c'est une agence de prod, c'est un métier de savoir produire des films. J'ai quelqu'un qui va m'accompagner sur la préparation physique, c'est pas mon métier. J'ai des gens sur le sponsoring qui sont en train de m'accompagner, sur la relation presse aussi derrière. Donc pour moi l'équipe c'est primordial, parce que en fait
fait, aujourd'hui, le projet, il a tellement de sens pour moi, je veux tellement qu'il fasse écho quand il sorte, que je me dis qu'il faut des gens qui sont bons dans leur domaine, chacun à leur poste, et que pour moi, c'est ça, constituer une équipe. Et le troisième point, du coup, rappelle... Un entraînement sur mesure. Et l'entraînement sur mesure, pour moi, c'est en fait, c'est pour moi tout un sens. C'est que souvent, les gens imaginent que pour faire de grandes choses, c'est une motivation suprême, c'est une énergie, etc. Alors qu'en réalité, il y a quelque chose de pragmatique qui marche, et ça, c'est valable pour l'audace, c'est valable pour la résilience, c'est l'entraînement. L'entraînement, c'est cette idée de répéter tous les jours ces gammes pour être en capacité d'arriver le jour J, prêt pour relever les défis. C'est un peu le sens de ma question. Gravir 14 sommets, enfin moi-même, j'imagine même pas de rien. Hein. Donc ça représente un effort énorme, tant sur le plan physique que mental. Comment on peut voir que le déroulé, l'écriture, tu l'as fait cet été, et tu vas aboutir à octobre 2026. Tu aimerais que le film sorte en octobre 2026, c'est ça? Oui, en fait, si tu veux, là, l'idée, c'est qu'on est dans une phase où on communique sur le projet, tu vois, venir... Dans ton émission, on fait partie, donc on communique sur le projet, on cherche des partenaires. Et en fait, à partir de début 2026, on va mettre le projet en production, c'est-à-dire que en production, on va commencer à construire le film, on va commencer à préparer physiquement, on va commencer à construire l'équipe Résilience pour tourner le film à l'été 2026, donc ça sera certainement en août. On n'a pas encore calé la date exacte, mais parce qu'on attend aussi d'avoir tous les partenaires dans le projet. Et en fait, à partir que le projet est fini, il passe en production, mais en production finale, avec cette idée de sortir le film en octobre, et j'aimerais qu'il soit sorti en octobre pour mon anniversaire, le 20 octobre 2026. Donc ça sera un beau cadeau d'anniversaire, puisqu'en fait on compte faire une soirée de lancement déjà au cinéma, où on invitera les entreprises partenaires, les sponsors, et avec cette idée de commencer à promouvoir le message à travers le film, bien que le film après il va prendre beaucoup plus d'ampleur, puisqu'en fait il va être diffusé dans les festivals, en entreprise. Et Les 14 sommets, vous les avez déjà identifiés? Alors oui, on a une liste, on en a même plus, parce qu'en fait, si tu veux, alors ça va se dérouler dans les Alpes françaises, mais on ne peut pas définir à l'avance quels vont être les sommets. On a un itinéraire type, mais encore une fois, et c'est ça la magie de ces projets-là, c'est qu'on ne peut pas tout prévoir. Et la montagne, s'il y a bien un truc que j'y ai appris, c'est que on ne décide pas. En tout cas, on peut essayer d'anticiper, mais on ne peut pas tout anticiper. Donc oui, on a les sommets, on en a en tête, mais on a même des sommets de secours. C'est-à-dire que si un jour ça ne se passe pas comme prévu, qu'on puisse s'adapter en fonction de ce qui va se passer pendant le tournage. Et donc le défi en tout, c'est 200 km et 18 mètres de dénivelé positif. 18 000. Oui, effectivement, 3 0 en plus. Comment tu t'es préparé physiquement et mentalement pour atteindre cet objectif? Et comment tu vas te préparer, tu vois? En tout cas, la question elle est intéressante. Comment je me suis préparé? Déjà, c'est avec le processus que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire en ayant cette vision qu'un jour je ferai quelque chose de très long en course à pied. Donc ça fait déjà plusieurs mois que je m'entraîne pour ça, que je m'entraîne à courir 10, 11, 12, 13 heures, et que je suis capable de le faire aujourd'hui. Et donc là, aujourd'hui, la préparation, elle va se faire parce que je suis entouré. J'ai un cabinet du sport à La Vérune, je vais le citer parce que c'est un ami à moi, un de mes meilleurs amis, même je dirais aujourd'hui, le cabinet Calab, qui est un cabinet de kiné, mais où ils sont top en préparation physique. Et la personne en question, c'est Thibaut Taroux, donc c'est un mec en or qui va m'accompagner non seulement sur la préparation physique, sur la planification de l'entraînement, mais aussi qui soignera mes bobos parce qu'il y en aura au fur et à mesure de la préparation. Donc il y a déjà cette équipe-là, et puis après, comme j'ai dit... Peut-être citer les autres en même temps. Exactement, parce qu'en fait l'équipe, non seulement il y a la préparation physique, mais il y a la préparation générale, logistique. J'ai mon meilleur ami qui est dans le projet, David, et puis après j'ai les partenaires, j'ai des Light Productions qui vont produire le film, qui eux vont s'occuper de la partie purement technique, c'est-à-dire réalisation du film, tournage du film. Ça sous-entend que comme c'est un partenariat, pour toi ça te coûte rien, ils prennent tout en charge, ou l'argent qu'on va essayer de trouver aussi d'ici là, avec les médias partenaires, les mécènes et autres aides, les sponsoring aussi, faut monter le budget là encore. Exactement, en fait... Aujourd'hui, oui, il y a des partenaires qui sont prêts à m'aider, mais m'aider, ça ne veut pas dire la gratuité non plus.
C'est-à-dire qu'en fait, les sponsors qu'on va aller chercher, c'est dans cette idée de justement réaliser le tournage de ce film, parce que ça a un coût de réaliser un film documentaire, surtout en montagne. Et donc voilà, ça va servir à ça, mais ça va pas servir non plus qu'au tournage, parce que le but, c'est pas juste de faire un joli film et qui reste dans les tiroirs, c'est de faire en sorte que ce film soit vu, et soit vu le plus possible. Donc aujourd'hui, on a des médias qui vont être partenaires, et donc l'idée, c'est de pouvoir aussi rémunérer toute la campagne de communication pour mettre en avant les sponsors, les entreprises qui auront été partenaires de ce projet, et faire en sorte que finalement, tout le monde y gagne, et que tout le monde puisse porter ces valeurs ensemble d'audace, de résilience, de dépassement de soi et d'inclusion sociale. Et là, tu as déjà une alliée avec Alice Castellino, qui est aussi dans la com, qui va se prendre en charge justement cette partie-là, les relations presse et tout, qui sont hyper importantes parce que... Alors, une partie, mais c'est surtout être accompagné sur la communication, c'est-à-dire vraiment avoir un effet de levier où les gens vont pouvoir suivre l'aventure aussi en live au fur et à mesure. C'est l'événement final, où l'idée, ça va être de ramener du monde sur la station des Deux Alpes, puisque l'ascension finale se fera dans une station et sera accessible au public. Et c'est là tout l'intérêt de cet événement, c'est de pouvoir venir assister à ce moment de partage, à ce moment humain, à ce moment de résilience, et de pouvoir accompagner. Et donc la communication, ça sert aussi à ça, c'est de faire en sorte que pendant le projet, pas que après le projet, mais pendant le projet, il y ait du monde qui nous suive et qu'il y ait du monde qui puisse être là présent. Ça, vous allez faire des lives tout le temps? Tu sais comment ça va? Tu as des idées déjà? C'est-à-dire que par exemple tous les jours on pourra avoir, je sais pas comment tu vas organiser ta vie, mais si c'est par exemple le week-end, on pourra voir ce que tu as fait dans la journée, tes émotions, le fait d'arriver, d'avoir gagné quelque chose qui le matin était difficile à atteindre. C'est le but, hein. Maintenant avec les réseaux sociaux, l'avantage c'est qu'on peut suivre en direct, notamment avec Instagram où on a les stories, etc. Puis moi je suis beaucoup présent sur LinkedIn, aujourd'hui j'ai un gros réseau. Mais en tout cas oui, l'idée c'est de pouvoir suivre le projet en direct sans non plus trop spoiler ce qui pourra se passer dans le film, parce que le but c'est pas non plus d'en dévoiler trop, mais oui bien sûr l'idée ça pourra être d'être suivi, surtout que je peux pas dire les noms maintenant, mais on a des personnalités qui vont faire partie de l'équipe Résilience et qui seront aussi là sur le projet et qui eux vont tous ensemble créer une synergie où tout le monde va partager autour de soi et créer un véritable effet. J'ai une dernière question avant de passer la parole à Lou, mais est-ce que tu arrives aussi à délocaliser? C'est-à-dire que tu es sur Montpellier, tu as un beau réseau sur Montpellier, tu es connu sur Montpellier. Est-ce que évidemment pour donner encore plus d'allant au projet, il faut que tu deviennes plus national? Est-ce que ça, tu as déjà commencé à travailler là-dessus? Bien sûr, c'est un vrai sujet et c'est pour ça que l'idée c'est d'être accompagné sur la communication. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est que moi, aux Deux Alpes, là où se passe l'ascension finale, là où se passe le projet Résilience, l'événement 3002 comme je l'appelle dans mon projet, c'est une station où je passe tous mes étés. C'est une station dont je suis tombé amoureux et surtout c'est une station où j'ai écrit mon livre « Osons les difficultés ». Et en fait j'y passe tous mes étés depuis 3 ans, ce qui fait que j'ai créé des liens. J'ai créé des liens même avec des gens qui courent, avec une association qui s'appelle les Deux Alpes Trail. Et l'idée c'est aussi d'être aidé pour promouvoir ce beau projet et d'être aussi aidé humainement pour cette fameuse ascension finale qui englobera beaucoup de monde. Qui est prévu en août 2026. Voilà. Tu décris ce projet comme le projet d'une vie. Qu'est-ce qui rend unique Qu'est-ce qui rend ce défi unique et qu'espères-tu que les participants et le public retiennent de cette aventure? J'ai envie qu'ils retiennent une phrase que je dis souvent, c'est que ce ne sont pas les événements que nous vivons qui dictent nos vies, mais ce qu'on décide d'en faire. Et j'insiste sur le mot, ce qu'on décide d'en faire. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de promouvoir à travers les gens qui vont accompagner ce projet. Parce qu'il y a des gens qui seront en situation de handicap, il y aura des gens qui n'ont rien sur le papier pour être capables de faire ce qu'ils vont faire sur la dernière ascension. Et je trouve que c'est ça, en fait, le message, c'est de dire que finalement, à travers les échecs, à travers les difficultés, ce que je disais dans la première partie de l'émission, on peut se construire une vie épanouie. Et donc l'événement mettra aussi en valeur donc tes partenaires. Quelle place ils occupent dans cette aventure et comment ils participent au projet?
L'idée, c'est qu'aujourd'hui, les partenaires, ils nous rejoignent en ayant une vraie volonté de porter des valeurs communes. En fait, on ne cherche pas des partenaires qui juste vont nous donner de l'argent et puis qui veulent une place de communication dans le projet. On est en discussion avec des belles entreprises aujourd'hui. Je ne peux pas dire le nom parce que ce n'est pas officiel encore. Mais ce qui me plaît dans les discussions qu'on a avec les entreprises avec lesquelles on discute, c'est qu'aujourd'hui, ils sont prêts à mettre des collaborateurs de leur entreprise sur le projet. Ils sont prêts à venir faire une ascension avec nous. Ils sont prêts à communiquer sur le projet et donc porter le projet avec nous. Et c'est ça qu'on recherche chez les partenaires. C'est pas juste un apport financier, bien que ça soit un vrai sujet pour nous, puisque le financier est une partie prenante pour produire le film. Mais c'est ça qu'on recherche. C'est des partenaires qui portent des valeurs d'audace, de résilience et d'inclusion sociale. Et je les rappelle, voilà, on parlait beaucoup du dépassement de soi, on l'a beaucoup affronté avec... on en a beaucoup parlé en parlant d'oser, je vais y arriver. D'oser les défis. Merci beaucoup. On a parlé de résilience, on a parlé d'inclusion, et avant de te laisser, il nous reste 3 minutes, donc je voudrais vraiment te laisser les 2 dernières minutes pour être convaincant et donner toutes les sources pour aller t'aider. Il y a le respect de la nature, on n'en a pas beaucoup parlé, mais aujourd'hui l'écologie est quand même un peu malmenée, on va dire. Quand les gens manquent pour manger, c'est difficile. Donc l'importance aussi de l'écologie et de l'environnement dans ton... Forcément, en fait, en tant qu'amoureux de la nature, en tant que trailer, forcément que la nature, ça prend une place importante pour nous. D'ailleurs, on va faire très très attention. Tu me demandais les sommets qu'on allait faire. On est en train de construire un itinéraire qui fasse en sorte qu'on ait un impact écologique le moins important possible. Et donc forcément, à travers ce film, c'est aussi de dire aux gens que dans la nature, on peut se découvrir des ressources qu'on ne soupçonne pas. Et moi, c'est ça que j'aime dans le sport que je fais. C'est qu'en fait, en nature, on retrouve un côté parfois primitif, mais un côté de nous qui est tellement important pour évoluer, pour se retrouver et pour rentrer en introspection. Et donc forcément que le respect de la nature a toute sa place dans ce projet. Il fallait en parler. Donc là, comme il y a plein d'auditeurs qui t'ont écouté, tu as 1 minute, même pas 30 secondes, pour dire tout ce que tu veux et pour nous inciter à y aller. En fait, la seule chose que j'aimerais dire, c'est rejoignez-nous, mais rejoignez-nous pour les valeurs que porte ce projet. Encore une fois, je leur dis l'audace, la résilience, le dépassement de soi, l'inclusion sociale. Et ce projet, c'est un projet qui va être incroyable, j'en suis persuadé, j'en ai la vision, j'en suis intimement convaincu. Et donc pour venir nous rejoindre, c'est très simple. Je suis présent sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn surtout, sur Instagram, et puis sinon par mail pour me contacter, Dorian Soler, tout attaché, Dorian Soler, soler.co.gmail.com. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez me contacter, on répondra à vos questions, et surtout embarquons ensemble dans ce projet fou mais beau.